Monsieur Péladeau, bonsoir. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Quand vous avez annoncé ces mises à pied hier, je parlais de cri du cœur. Je vous cite. Comment TVA peut-elle réussir à survivre dans un environnement aussi défavorable, qui demeure surréglementé, surtaxé, alors que les géants du Web peuvent évoluer pratiquement sans contraire? Il n'y aura pas par quatre chemins, là. C'est pas une façon de dire que TVA est sous respirateur artificiel? Vous savez, ça fait plusieurs années là, que nous le disons, que ce soit au pouvoir public, que ce soit au ministre du Patrimoine, que ce soit au CRTC, que ce soit au gouvernement du Québec, que ce soit à la SODEC. Il y a beaucoup d'organismes. Vous savez, donc, la télévision, c'est une grosse industrie. C'est pas juste une identité, c'est pas juste une langue, c'est également aussi des milliers d'emplois. C'est la production indépendante, ce sont des acquisitions, ce sont des techniciens. Alors, que le gouvernement du Canada, qui a la compétence là, sur les télécommunications et la radiodiffusion au Canada, n'ait rien fait. Et que le CRTC également aussi, excusez-moi l'expression, j'ai quasiment le goût de dire dormi au gaz, alors que les réseaux sociaux, d'une part pour la publicité et d'autre part, donc la vidéo sur demande par abonnement, là, les fameux Netflix de ce monde, sont apparus et n'ont jamais été réglementés. Alors que le CRTC a continué à réglementer la télévision parce qu'elle croyait, faussement et aveuglement, qu'on pouvait dorénavant, encore et toujours, devoir avoir une licence pour diffuser au Canada. Et devant l'évidence, ils s'en sont pas rendus compte. Et là, tout d'un coup, on passe des lois à la Chambre des communes, on a des règlements au CRTC, mais le mal est fait. Et effectivement, on a vu donc les abonnés, les clients à la câblo-distribution décliner de plus en plus. On a vu les revenus publicitaires qui sont la seule source de revenus de la télévision généraliste. Là aussi, ça me nuisait. Donc, je vous repose ma question. Est-ce que là, on a quitté notre bon vieux 1600, on est rendu ici dans des nouveaux locaux, une nouvelle équipe, vous avez fait tout ce qui est possible pour que ça coûte moins cher. On s'entend? Oui. Sauver de l'argent. Nous faisons notre part du travail. Tout ce qu'on peut faire. Est-ce que nous avons toujours été efficaces? Mais est-ce qu'on est au bord du gouffre à l'heure? Est-ce que Groupe TVA va être encore là dans 5 ans? C'est la question que se posent les gens quand ils entendent le ton très alarmiste que vous posez. Et c'est les raisons pour lesquelles on essaie d'identifier la nature des problèmes, la façon dont on souhaite éventuellement qu'ils soient résolus. Donc, nous avons parlé de Radio-Canada, nous avons parlé des redevances qui doivent être payables par les autres câblo-distributeurs, dont notre concurrent Bell. On a parlé également aussi des pratiques d'affaires de Radio-Canada. Vous les avez lus autant que moi, les articles dans la presse qui disent que dorénavant, pas dorénavant, depuis de fort longtemps, il y a de l'intégration média dans les émissions de Radio-Canada. Il paraît qu'ils vont mettre fin aux entrevues commanditées. C'est une bonne nouvelle. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'en est rendu compte. Et ça fait quand même un certain temps également aussi qu'on dénonce Tout TV Extra, la publicité évidemment sur Radio-Canada, alors qu'il n'y en a pas sur la radio et ça ne fait pas donc un véhicule d'information qui est moins compétent, moins pertinent, bien au contraire. Mais allons-y un par un, parce qu'il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Commençons par le modèle d'affaires, OK, global. C'est un modèle qui est brisé. Les revenus, fuite des revenus publicitaires, dans une réalité où ça va bien ici, là, les parts de marché de TVA augmentent, les parts de marché de LCL. C'est pas comme si... Alors, une télé est de plus en plus populaire. Les parts de marché augmentent, par contre, le bassin d'auditeurs et d'auditrices diminue. Plus en plus populaire, moins en moins d'argent. Est-ce que ce modèle-là, que ce soit TVA ou une autre chaîne privée, est-ce que ce modèle-là peut être sauvé? Je ne ferai pas de futurologie, mais ce que je dis, c'est qu'il y a un certain nombre d'éléments. Vous êtes un homme d'affaires, vous battez bec et ongles, vous avez sonné l'alarme, je ne sais plus combien de temps. Pensez-vous encore, avez-vous encore de l'espoir aujourd'hui? Nous allons faire tout ce qui est nécessaire et possible pour justement faire en sorte que notre télévision privée, qui est une autre voie que celle de la télévision d'État, puisse continuer à exister, puisse continuer à faire en sorte également aussi d'informer les Québécois et les Québécoises, de créer cette diversité qui est essentielle en information. C'est un pilier de la démocratie.
il y a un certain nombre donc, de propositions que nous avons faites à l'ensemble des pouvoirs publics, que ce soit le CRTC, encore une fois, le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec, pour s'assurer justement qu'on puisse avoir les conditions nécessaires d'assurer la pérennité le plus longtemps possible. Maintenant, est-ce qu'on peut aller à 10, 15, 20 ans? Ça, j'en sais rien. Mais pour l'instant, les problèmes existent, ils sont aigus, et c'est la raison pour laquelle il m'apparaissait essentiel et incontournable, donc de dire ce que j'ai dit dans le communiqué. C'est un peu moi, malheureusement, le porte-parole de cette situation. C'est la responsabilité que je dois assumer. C'est pas toujours agréable, mais en même temps, également aussi, c'est un devoir auquel je suis assujetti et qui, d'une part, comme dirigeant d'entreprise, mais également aussi et surtout comme citoyen. Comme citoyen, on se doit de faire en sorte que les Québécois et les Québécoises aient le plus grand nombre de sources d'informations possibles. Ça fait des années que vous le lancez, ce plaidoyer-là. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'on a un nouveau gouvernement, une nouvelle réalité géopolitique, les priorités, c'est Donald Trump, c'est les États-Unis, c'est tout le reste. Qu'est-ce qui vous fait croire que là, on est arrivé au moment là, où finalement, on va vous écouter, on va s'attaquer à régler ce problème-là? Honnêtement, je ne crois à rien. Ce que je fais, c'est de, justement, encore une fois, faire le travail qui est celui de tentative de convaincre ceux et celles qui ont la capacité de faire en sorte de créer les conditions nécessaires pour la pérennité de l'entreprise, pour la pérennité de l'information, pour la pérennité de l'industrie. Hein? Parce que oui, c'est la langue, oui, c'est l'identité, mais aussi, surtout, ce sont des milliers d'emplois en production indépendante, en information, en acquisition. Et c'est ça aussi, moi, mon travail, c'est de faire en sorte de les convaincre qu'en plus d'être une industrie, ce sont des emplois. Et ces emplois-là sont payants pour le Trésor fédéral puis le Trésor québécois. Les gens paient des impôts, puis en général, en télévision, il ne faut pas se le cacher, les salaires sont plutôt favorables. Alors, est-ce que nous avons également aussi le moyen, le Trésor national, qu'il soit fédéral ou québécois, de couper donc la capacité de générer ces revenus-là, de créer un potentiel d'impôt? Je crois pas, au contraire. Et c'est très utile de les avoir, ces emplois-là. Mais hier, on avait le ministre Lacombe qui dit « Oui, on est ouvert là, peut-être finalement accorder le même crédit d'impôt à un journaliste de Salle Télé que de Salle... » Nous l'espérons. Est-ce que ça fait quand même 3 ans qu'on le répète. Et puis, à la fin de la journée, excusez-moi l'expression, c'est le ministre des Finances qui va décider, et ultimement, le premier ministre du Québec. Qui détient... Parce que c'est toujours le problème avec la culture, puis ce milieu-ci au Québec, il y a une partie qui relève de Québec, il y a une partie qui relève de... Pour la radiodiffusion. Est-ce que, dans le fond, la triste réalité, c'est pas que la crise des médias, comme on l'appelle, finalement, elle est tombée entre 2 chaises parce qu'elle a une double parentalité, si on veut? Moi, je dirais que non, parce que quand même, donc, le paysage audiovisuel anglophone donc, est quand même assez différent, même très différent de celui qui existe au Québec, que celui qui existe donc, dans la langue française. Nous le savons tous, là, de CBC, c'est quantité négligeable là, au niveau de l'auditoire, alors que l'industrie ici, au Québec, et l'auditoire de Radio-Canada est important. Nous sommes en vive concurrence. Moi, je ne crois pas que CTV est en concurrence avec CBC. Et puis, ils doivent s'en moquer éperdument. Alors, et je dirais que cette singularité de notre langue française, nous avons nos artistes, nos comédiens que les anglophones n'ont pas. Eux, ils regardent la télévision américaine. Il ne faut pas se le cacher. D'ailleurs, j'étais à Los Angeles en fin de semaine parce qu'il y a ce qu'on appelle les LA Screenings, c'est là où on achète. Et puis, de Corus, on dit que c'est CBS North. Donc, vous prenez la grille de Corus, c'est la même grille que CBS aux États-Unis. C'est ça. Donc, c'est complètement différent. Mais ce qui est étonnant quand même, c'est que la présence québécoise au sein du gouvernement reste muette sur ces problématiques-là. Et Dieu sait si on en a eu, des ministres du patrimoine qui viennent du Québec. Il y a eu Pablo Rodriguez, il y a eu Mme Joly, il y a eu Stephen Guilbeault. Qui est encore là. Ben oui. Alors, osons espérer que ça va sonner des cloches dorénavant. Et c'est là où on va pouvoir, je pense, être en mesure de reconnaître ou de saisir l'importance de l'influence des Québécois au sein du cabinet Carney. Bien justement, parce que M. Carney doit le pouvoir au Québec, je pense, on s'entend. Est-ce que ce soir, vous interpellez ces ministres-là?
Bien sûr, comme je le fais en permanence, pour une raison simple, encore une fois, c'est que je suis un citoyen du Québec et qu'il m'apparaît essentiel que nous ayons une télévision forte, parce qu'elle est tellement porteuse de notre identité, elle est tellement porteuse également de notre démocratie. J'ai 3 petites questions. J'ai une question à vous poser sur la... En rafale? Non, mais c'est parce qu'on a parlé de la fuite des revenus publicitaires. Hein? C'est le cœur du problème. On vient de finir une campagne électorale au fédéral. OK? Selon les estimés préliminaires, là, les partis fédéraux ont dépensé 3,6 millions de dollars juste sur Meta, Facebook et Instagram. Quel message ça envoie? Et je ne suis même pas convaincu que ça soit si efficace que ça. Hein? Peut-être qu'il y a des stratèges qui ont... je sais pas, des appréciations qui peuvent être différentes, mais ce qui est important, je pense, pour notre télévision, c'est qu'elle est rassembleuse, c'est qu'elle est en mesure également aussi de proposer et d'amener, en guillemets, donc énormément d'auditeurs et d'auditrices que vous ne retrouverez pas nécessairement sur le web à cause des algorithmes. C'est beaucoup plus ciblé. Alors, est-ce que c'est une stratégie qui était pertinente ou aussi efficace qu'on pourrait le souhaiter? Moi, j'en doute. Et par contre, ça témoigne de peut-être éventuellement une appréciation qui n'est pas exacte de l'importance de notre télévision. Et c'est un message, un mauvais message à envoyer justement à tous nos artisans de la télévision au Québec. Il y a toujours 2 éléphants dans la pièce. On a une entrevue sur ces 2 sujets-là. Le premier, moi, je le vois, on le reçoit dans nos courriels. Les gens nous disent « Pourquoi demander de l'argent public quand Groupe TVA fait partie de Québécois, qui fait des milliards de dollars de revenus? » Dans le fond, Québécois, c'est quoi? C'est 5,6 milliards en 2024. Alors, si vous faites des profits, pourquoi crier que Groupe TVA est en train de mourir de faim? Québécois ne peut pas s'en occuper, ne peut pas l'aider? La première chose, c'est que TVA est une compagnie publique en premier lieu, donc il y a des actionnaires de TVA qui ne sont pas des actionnaires de Québécois. Et deuxièmement, est-ce que véritablement, même pour les actionnaires de Québécois, nous allons continuer à assumer des pertes d'exploitation ad vitam aeternam? Ce n'est pas un modèle d'affaires viable. Un jour ou l'autre, il y a quelqu'un qui va nous dire, écoutez, là, il faut que vous laissiez tomber une activité dont nous savons qu'elle n'a aucune profitabilité. Non, je suis désolé de le dire, mais c'est pas une OBNL québécois. Hein? Chacun et chacune qui y travaille sont là pour faire en sorte de générer des bénéfices, parce que sinon, l'entreprise, elle n'existe plus. Il n'y a aucune entreprise qui peut exister si elle doit assumer en permanence. Pièce et TVA Sport. Qu'est-ce que vous répondez aux nombreux critiques? On le voit, on l'entend, qui disent, écoutez, débarrassez-vous de TVA Sport, puis vous allez retrouver la profitabilité. Je veux dire, c'est une partie du problème. C'est que ça coûte tellement cher, ça perd de l'argent. Est-ce qu'il ne faut pas... Puis je suis malaisante. C'est malaisant de poser cette question-là. Non, pas du tout. Ben non, mais c'est mes collègues. On se retrouve dans les studios dans un de TVA Sport. Studio, mais il faut la poser. Ouais. Est-ce que c'est pas ça la solution? J'ai eu l'occasion donc de répondre à plusieurs reprises et de dire effectivement que TVA Sport est une problématique qui entache éventuellement de nouveau notre avenir. Maintenant, est-ce que c'est la seule et unique problématique? Bien sûr que non. Est-ce que TVA, en tant que tel, le réseau, encore une fois, comme je le mentionnais tout à l'heure, dont la seule source de revenus sont les revenus publicitaires, gagne de l'argent? Non, elle en perd également. Et elle fait face, donc, à une situation où, à chaque trimestre, les revenus publicitaires diminuent entre 8 et 12 %. Ce n'est pas une problématique particulière ici au Québec. C'est une problématique généralisée dans l'ensemble télévisuel nord-américain et même davantage. C'est la même chose également aussi qui se produit en Europe, parce que les réseaux sociaux et puis les streamers ont une présence aussi importante également aussi sur ces marchés-là. Donc, de nouveau, il nous apparaît essentiel que les solutions, qui sont nombreuses, que nous mettons de l'avant, avec lesquelles nous souhaitons continuer à travailler avec les pouvoirs publics, soient mises en place, dont notamment l'abandon de la publicité de Radio-Canada, de l'intégration, le fait d'une vive... Je répète, j'étais à Los Angeles. Mais savez-vous qu'à Los Angeles, il y a des représentants de Radio-Canada qui sont là pour acheter des produits américains. Donc,
qui vont surenchérir sur des offres qui sont faites par des télédiffuseurs privés, que ce soit Bell Média ou que ce soit Québécois ou même que ce soit Corus. C'est aberrant. Je pense pas que ça soit la mission de Radio-Canada de surenchérir sur des produits étrangers. Mais c'est constamment dans ce genre d'environnement que nous évoluons et c'est la raison pour laquelle nous dénonçons cette concurrence que nous appelons déloyale. M. Palado, dernière question, premier. Mais je pense à tous mes collègues dans la salle de nouvelles, je pense à tous les artisans de cette télé qui ont bâti ces décors, qui font vivre cette télé, aux gens qui nous écoutent, qui sont attachés à TVA. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir dans votre esprit? Oui, l'espoir existe parce que les équipes de direction chez TVA et chez Québécois vont travailler très fort et souhaitent d'assurer la pérennité de TVA, souhaitent assurer la pérennité de la télévision privée au Québec pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. C'est notre identité, c'est notre langue, c'est notre industrie, c'est notre spécificité. Et tout ça, je pense, pour chacun des artisans, ça leur tient énormément à cœur. Pierre Carpellado, président de Groupe TVA, chef de la direction, merci. Merci.